I knew that I had to go. I thought that I forgot. Move a little faster. So give me a sign, baby. Allez, on démarre cet épisode. Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième saison. C'est l'épisode 26 et c'est le dernier épisode de cette saison 2. Une très belle saison, quand même, je dois dire. Je suis Stéphane Berthomé. Je suis en compagnie de mes amis et complices Bruno Guglielminetti et Philippe Chapeau. Est-il utile de vous présenter ces deux loustiques? Je ne crois pas. Je remercie notre partenaire, celui qui nous a accompagnés depuis la création du Podcastologue, Eddie Sound. Vous savez, Eddie Sound, ils assurent la visibilité des podcasts et donc du Podcastologue à travers des players qui sont placés sur des sites web qui permettent d'augmenter les écoutes de façon substantielle, mais surtout de façon réelle. Je remercie aussi pour cette saison Shure qui nous a accompagnés tout au long de la saison en nous prêtant du matériel, en me prêtant des micros que j'ai pu tester durant les derniers épisodes. Et puis, je vous invite fortement à vous abonner à mon compte LinkedIn ainsi qu'à mon compte Instagram. Vous avez juste qu'à chercher mon nom pour ça sur les deux, pour participer au concours, pour gagner les 2 micros Shure qui vont être gagnés dans les prochaines semaines. Messieurs, je suis ravi de vous retrouver. Salut Bruno. Bonjour. Salut Philippe. Ouais, bonjour à tous les deux. Il y a une énergie différente à chaque fois entre vous deux. Hein. Je sais pas si c'est la régionalité, le régionalisme ou quoi que ce soit, mais vous n'avez pas la même énergie quand vous me dites bonjour. Alors Bruno, toi tu vas nous parler de le Podcast Trend Report 2023. Tu vas nous parler d'une grille tarifaire pour les podcasts indépendants. Tu vas nous parler de nouveaux outils pour Descript. Ça, je suis curieux de savoir comment ils vont faire pour faire rentrer ça dans leur bousin. Et puis, tu vas nous parler du retrait des transcriptions AI et intelligence artificielle chez GoodPods. Je connaissais même pas GoodPods, alors ça va être l'occasion de découvrir. Et toi, Philippe, tu veux nous parler de quelque chose qui va évoluer chez Apple Podcasts qui semble particulièrement important. Alors, ouais, je vais vous parler de cette manie qu'ont certains grands podcasts replay à découper leur podcast en petits morceaux pour bénéficier de l'automatisation des téléchargements. Et puis on va parler d'autres petites choses, notamment au développement du podcast en Afrique. Ok, parfait. Alors, c'est très intéressant. Mais d'abord, je vais commencer par mon actualité. En fait, j'ai fait ces derniers mois plusieurs tests de solutions logicielles de transcription et je voulais vous parler de Scribecast, qui est une solution que j'ai testée grâce à un de ses cofondateurs, Michael, que je salue au passage, et qui m'a offert un certain nombre de crédits pour pouvoir tester leur solution. Alors, c'est une solution qui a beaucoup évolué dans le temps. Ils ont ajouté énormément de services. Je dois dire que comme à peu près toutes les solutions, et on en parlera peut-être Philippe tout à l'heure, mais au début de l'été dernier, ils ont connu quelques errements, hein, pas Scribecast en particulier, mais les solutions de transcription. Je pense que ça tenait au fait qu'ils s'appuient sur d'autres solutions intermédiaires qui font pour eux une partie du travail d'intelligence artificielle. Mais ce que j'ai trouvé de Scribecast d'intéressant, c'est d'abord que la transcription est vraiment de très très bonne qualité. C'est une solution qui est en français. Je veux pas dire le dashboard parce que je veux pas employer un mot anglais pour parler du tableau de bord, mais leur tableau de bord est en français. Ils offrent tout un tas de solutions comme la transcription, le résumé, le titrage des épisodes. Ils offrent bien sûr les différentes création de contenu pour les réseaux sociaux. Ils offrent aussi une newsletter et la possibilité de faire des articles de blog. Donc, c'est quand même très complet. C'est pas aussi complet, il faut le dire, pour être tout à fait transparent. C'est pas aussi complet que certaines autres options concurrentes, mais il reste que dans la qualité et dans la tenue de ce qu'on récupère pour le tarif qu'ils offrent, qui est quand même un tarif assez raisonnable. On parle de, je crois, d'un abonnement autour de $15 par mois, 15 € par mois ou $15 par mois. On est quand même dans quelque chose qui fonctionne très très bien, surtout qui est très fiable. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un outil qui est très très fiable, sur lequel on peut réellement s'appuyer quand on veut faire ses transcriptions. Alors, je sais pas, je sais que vous avez testé d'autres options. Philippe, toi, tu avais Ouais, alors moi, oui, on en avait parlé. Ouais. Hein, déjà, on avait parlé de PodSqueeze que j'avais testé avec le seul petit bémol sur cette solution, c'est qu'elle est en anglais. Scribecast
a fait la décision là très récemment de se concentrer sur le marché francophone. Donc je sais pas si tu l'as eu, si tu étais au courant de cette décision, mais justement parce que le marché francophone peut suffire pour une solution de retranscription comme celle-là. Et si vraiment il se spécifie sur la partie francophone, je pense qu'il y a un vrai marché, car on n'est pas, nous, comme au Québec, en France, on a besoin d'avoir les outils en français, même si on peut les traduire automatiquement avec les navigateurs. C'est quand même mieux quand c'est nativement traduit en français. Et puis c'est un acteur français qui, alors il faut le dire quand même, ces deux plateformes, PodSqueeze et Scribecast, s'appuient derrière par des outils et des moteurs qui sont Speechmatic pour ces deux solutions, même s'ils le disent pas et que c'est pas forcément, c'est le secret de fabrique de tout le monde. Autant ChatGPT, tout le monde dit qu'ils sont basés sur ChatGPT, mais peu parlent de Speechmatic, dont on a parlé déjà dans des épisodes du Podcastologue, et qui sont basés en Angleterre et qui font des choses vraiment surprenantes. Vous allez sur speechmatics.io, je pense, ou vous faites Speechmatics intelligence artificielle, et vous allez pouvoir écouter un flux d'une station de radio et ça retranscrit et ça traduit juste dans la foulée. Donc c'est un outil très très puissant qu'ils ont, et c'est vrai que maintenant les solutions genre PodSqueeze et maintenant Scribecast vont s'améliorer. La grande question après, ce sont des startups. En général, il y a un développeur et un mec qui est un peu dans le marketing. C'est un peu comme quand on voulait lancer sa boîte à l'époque, il fallait être 3. Là, ils sont souvent 2, voire 3, mais c'est quand même des équipes assez légères. Est-ce que ça tiendra? Est-ce que quand on a des enregistrements sur cette plateforme, on va les garder longtemps? On peut être certain de récupérer ces datas si jamais l'entreprise se casse la gueule? Et faut-il passer par des plateformes plus solides comme Descript, mais qui sont plus usines à gaz? Ça, c'est la ouais, en même temps, si on y réfléchit bien, d'abord, on redonne le conseil qu'on a donné pour les statistiques, ne pas toujours télécharger vos contenus, les récupérer pour en être propriétaire, parce que tous ces contenus de transcription, ils sont téléchargeables. Donc, ne vous privez pas en vous disant « Oh, je m'en sers pas de le télécharger », parce que le jour où vous arrêtez de payer l'abonnement, il est possible qu'en effet, vous ayez plus accès à ces contenus-là, ou le jour où la compagnie se transforme. Tu sais, moi, je trouve que même des grosses compagnies comme Descript et autres offrent pas plus de garanties que ces entreprises-là, parce que finalement, à un moment donné, ils changent leur solution, ils changent leurs tarifs, ils t'emmènent vers une autre compagnie comme Descript vient de se marier avec Squadcast. Donc finalement, si tu rentres pas un peu dans le système, tu risques de perdre les acquis que tu as eu avec Descript. Donc moi, j'ai pas plus confiance en une énorme compagnie qu'en une compagnie individuelle ou une petite compagnie, une start-up qui démarre. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est télécharger ces contenus, les récupérer. Ce que j'ai quand même constaté, c'est que c'est vraiment des compagnies qui mettent le paquet, c'est-à-dire que le service à la clientèle, ça c'est un point essentiel quand même. Et tu as raison de le dire du point de vue de Scribecast, c'est que ils se consacrent au marché français. Donc se consacrant au marché français, ils sont à la disposition de leur clientèle française. Moi, chaque fois que j'ai eu une question ou que j'ai eu un suivi à faire sur quelque chose, j'ai tout de suite eu soit un message sur leur système de communication par chat, soit un courriel de la part de Michael qui m'expliquait oui, écoute, c'est ci, c'est ça, on en est là, etc. Donc moi, j'accorde beaucoup d'importance au service à la clientèle, et si on a un fournisseur de cette qualité-là qui est en français et qui en plus fait un vrai SAV, un vrai suivi à la clientèle, je trouve que c'est vraiment cool quand même, surtout pour des tarifs qui sont quand même très raisonnables, faut le dire. Ça ressemble à quoi? C'est $15 par mois. Alors, il faut dire comment s'écrit Scribecast, c'est SCRYBECAST. Scribecast. Donc, Scribe, c'est ça? Scribecast, ça s'écrit, oui, comme un scribe, mais avec un Y. Et c'est pour l'abonnement solo, 15 € par mois. Et avec ça, tu as droit à 6 heures de podcast par mois. Bon, tu comprends que 6 heures de podcast par mois, normalement, tu t'en sors bien avec ça. Toutes les transcriptions, l'identification des gens qui parlent aussi, ça c'est un élément vachement important et vachement intéressant, c'est qu'il te permet de savoir qui parle et de mettre un nom sur qui parle, les propositions de titres, la newsletter, l'article de blog, etc. Et puis après tu vas en montant sur des tarifs jusqu'à 30 €, 60 € en fonction des crédits que tu veux, parce qu'il y a des crédits d'intelligence artificielle et un nombre d'heures, 15 heures de podcast, 33 heures de podcast. Honnêtement, moi je pense qu'à 6 heures de podcast par mois, ça suffit pour 90
90% des utilisateurs de ce type de solution-là. En tout cas, c'est une très bonne solution. Je les remercie de nous avoir permis de la tester. Je lui souhaite longue vie et un très très long parcours dans l'univers francophone. Je suis sûr qu'ils vont s'en sortir parce qu'ils offrent une solution claire, bien fichue, tout est transparent, tout est bien fait. C'est vraiment des bons produits. Est-ce qu'on passe à un sujet suivant? Est-ce qu'on commence par toi? On va commencer par toi, Bruno, parce que tu as quand même un lot de sujets assez importants. Est-ce que tu veux qu'on parle du Trend Report? Mm-hmm. C'est Spotify qui vient de publier son podcast Trend Report de 2023. Donc, c'est un peu comme le survol de l'année dans l'univers du podcast selon ce qui circule sur sa plateforme. C'est intéressant parce que ça permet aussi d'avoir les derniers chiffres. Alors, officiellement sur Spotify, le catalogue de podcasts, c'est maintenant 5 millions de titres, dont 100 000 podcasts qui sont offerts en format vidéo. Alors, intéressant comme données à avoir. Maintenant, quand on regarde particulièrement les auditoires, ils ont été chercher quelques marchés et notamment, on apprend que pour la France, il y a une augmentation assez importante des auditeurs des 55-64 ans. On parle de 100% d'augmentation. Et du côté des 45-54, on parle de 88% d'augmentation. Et si on regarde du côté du Canada, dans la tranche d'âge des 55-64, c'est 58% d'augmentation. Et les 65 ans et plus, c'est 58% aussi. Alors, ça vous donne une idée qu'il y a encore de l'ouverture dans le marché pour écouter des productions de podcasts. Sinon, quand je regarde à l'intérieur du rapport que vous pouvez télécharger, c'est gratuit, là, il y a, j'ai eu une bonne pensée pour Stéphane Berthomin. On voit qu'il y a 10% de l'ensemble de l'écoute qui va au true crime. C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois en même temps. Même. C'est quand même beaucoup quand on parle de l'ensemble de l'écoute. Mais les grands champions, c'est évidemment l'humour qui va toujours chercher beaucoup. C'est 30% de part d'écoute. Et puis sinon, dans les secteurs qui sont en hausse, moi je suis bien content parce que les podcasts qui concernent la tech et les nouvelles, c'est une augmentation de 72%. Et du côté de la tech et des startups, c'est 68%. Bref, il y a encore une bonne marge d'augmentation du côté de l'intérêt pour ce type de produit. Mais évidemment, je vous invite à aller voir le rapport là, des modes, le Podcast Trend Report de 2023 chez Spotify. D'ailleurs, je te laisserai l'hyperlien, alors on pourra le publier. Parce que tous les secteurs sont visités. Alors, ça vous permet d'avoir une idée là de votre secteur, s'il est à la hausse ou à la baisse. Est-ce que vous pensez que Spotify a réellement dépassé Apple Podcast en termes d'écoute maintenant? Est-ce que, parce qu'on en a parlé beaucoup, on a dit que Spotify avait remonté Apple Podcast, dépassé Apple Podcast, mais il n'y a pas vraiment de chiffres qui permettent clairement de le dire. Ça dépend des marchés, hein. Moi, oui, je pense que c'est très sectionné, ouais, je suis d'accord. Ouais, mais pendant l'année, moi, j'ai vu passer ici et là des études. Par exemple, au Canada, Spotify commence à avoir une part de marché assez intéressante, mais dans d'autres marchés, ça décolle pas. Oui, puis tu vois, tu parlais de... Oui. Moi, j'ai cru voir passer aussi le chiffre de 30%, que le podcast représentait aujourd'hui 30% de l'écoute globale de Spotify. Ah ouais, c'est quand même pas mal, hein? Parce que là, à ça, il faut rajouter les livres audio maintenant qui arrivent chez eux. Ouais. Il y aura un marché pour ça aussi. Non? Effectivement. Tu vois, tu parlais des marchés et j'ai partagé il y a pas très longtemps sur LinkedIn le fait que justement sur une, je pense que c'était Spotify, je suis pas sûr, je veux pas dire de bêtises, mais sur une des dernières études, non, c'était ça devait être un rapport Triton Digital, je pense. Le True Crime est juste devant les actualités et les informations en général. Alors, tu vois, ça doit être très différent suivant les marchés. Je pense que on peut passer de la première à la 5e position très très facilement. Il reste que c'est à peu près tout le temps les mêmes types de contenus qui monopolisent la tête de pont, tu sais, qui sont tout le temps en tête. L'actualité, l'humour et le true crime. La techno, bien qu'on l'utilise pour écouter le podcast, c'est jamais en tête. Hein. On est toujours dans le milieu ou en bas du palmarès parce que c'est quand même assez niché. Mais de l'autre côté, je reviens sur ce que tu disais, ça dépend effectivement de la plateforme d'écoute. Parce que dans le cas de Spotify, les gens ont une habitude d'aller écouter Spotify pour se divertir ou pour avoir de l'accompagnement dans leur journée ou leur soirée. Donc, c'est d'abord et avant tout une plateforme de musique. Et le podcast vient agrémenter l'expérience. Mais on va pas sur Spotify pour s'informer. On va aller
utiliser un autre type de plateforme ou carrément une autre application pour aller chercher de l'info. De là, la plus petite part du marché sur Spotify des podcasts qui couvrent l'actualité et ce qui permet au True Crime de se hisser devant la parade avec une certaine facilité. Ouais, mais c'est pas très étonnant. Ouais, il faut quand même laisser un peu de place pour la radio et elle a quand même son rôle quelque part. La radio qui mine de rien quand tu parles de ce que fait Spotify, c'est aussi de l'accompagnement, mais un peu plus d'informations et de l'entertainment live qui permet à la radio et à tous les médias d'avoir un équilibre, même si on n'a que deux paires d'oreilles. Ouais, effectivement. Oui, et le temps qu'on prend à écouter un, on n'écoute pas l'autre. C'est compliqué. On est d'accord. On peut, mais bon, on perd des bouts. Est-ce que, avant qu'on passe à Philippe, parce que t'en as tellement dans ta besace, c'est impressionnant. J'attends ton signal. Alors je te donne le signal. Parle-nous de ça m'intrigue, cette grille tarifaire pour les podcasts indépendants. Ouais, c'est une initiative d'une association, un peu comme, il y en a une en France qui existe, il y en a une qui est en démarrage ici au Québec. C'est une nouvelle organisation appelée Podcast Workers Australia qui vient de pondre une grille qui va probablement faire travailler bien des gens. On va garder en tête que le dollar australien équivaut à 0,90 cents de dollars canadiens et 60 cents d'euros. Alors, ça vous donne une idée de ce que ça vaut. Mais donc, c'est une grande grille tarifaire qui passe à travers tous les métiers qui sont concernés par la création de podcasts. Donc, ça commence évidemment du réalisateur. Après, ça passe dans le réalisateur, le producteur, si vous voulez. Les gens qui font la recherche. Ça, oui, c'est intéressant, ça tient. Ouais, les animateurs, les ingénieurs de son, ceux qui travaillent, qui font l'enregistrement de l'audio, ceux qui font le montage de l'audio. C'est vraiment là, on a été dans le micro détail mais très intéressant, on a mis ça sur 10 ans. Donc, quelqu'un qui a 1 an d'expérience, entre 1 et 3 années de travail derrière la cravate, 4, 5 ans, 7, 10 ans, et puis les vieux comme moi, plus de 10 ans. Et évidemment, je vous donne juste un exemple. Un réalisateur de podcast, si vous avez 1 an d'expérience, c'est entre 45 et 60 dollars australiens de l'heure que vous pouvez demander. Si vous avez 10 ans d'expérience, là on va à 110, entre 110 et 160 dollars australiens qu'on peut demander. Et puis comme un présentateur, ça va. Si vous avez 1 an, c'est la même chose, 45 à 60 dollars de l'heure. Et si vous avez plus de 10 ans, c'est 110 à 160. C'est l'équivalent des trucs de réalisateur. Est-ce que ça correspond selon toi ou est-ce que ça correspond un peu au marché? Là, tu me disais 40 à peu près de l'heure pour un réalisateur d'une certaine ancienneté, c'est ça? Un peu plus ou moins? Non, c'est ça. Si on a 1 an ou un petit peu moins, c'est entre 45 et 60 dollars de l'heure. Mais si on a plus de 10 ans, c'est 110 à 160 dollars. Je pense que c'est quand même légèrement au-dessus, pas mal au-dessus de des tarifs. Ça voudrait dire que une journée de travail. Mais pense en tête. Mais pense, Stéphane, que si on l'adapte au Canada, $1 australien, ça vaut 90 sous canadiens. Ouais, mais ça va certainement être au-dessus, un petit peu au-dessus de nos tarifs, mais même en France, les tarifs pratiqués. En France, il y a le souci après des charges qui sont à peu près équivalentes partout. Mais c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on voit une grille écrite de cette façon-là. C'est très intéressant. Avec une échelle, après, je suppose qu'il ne doit pas y avoir des énormes différences entre les différents métiers parce qu'en gros, puisque là, si je calcule vite, on est entre 20 et 60, 70 euros de l'heure. Il y a quand même des grosses différences. Dépendamment de l'expérience. Non, puis il y a quand même des grosses différences mais ce qui est logique. Mais tu vois, par exemple, au Québec, on paye souvent à la journée. Moi, quand je fais des productions, je trouve que c'est plus facile et c'est plus équitable pour tout le monde de dire, voilà, on va payer à la journée parce que l'heure, c'est difficile à calculer, on sait pas vraiment combien ça va faire, ça va dépasser, pas dépasser, bref, dépasser d'une journée, ça au moins tu le quantifies très facilement. Puis, mais il y a quand même une grosse différence entre un recherchiste et un réalisateur ou un ingénieur du son. Et le tarif va être bien plus élevé pour quelqu'un qui est techniquement très pointu, même si un recherchiste c'est quand même un sacré travail et que ça demande un très très bon savoir-faire. Après, on est dans le milieu du podcast, donc c'est le milieu du système D où on arrive
même avec des grosses productions aujourd'hui, à avoir des personnes qui travaillent aussi parce que voilà, ils adorent le projet. Ah ouais, mais non, moi je fais pas ça. Moi je fais pas travailler des gens. Bah, il y en a. À part le podcastologue, j'exploite personne. Il y a que dans le podcastologue que j'exploite des animateurs. Non, c'est pas exploité. Non, mais ça reste évidemment 95% de ce qui est comme podcast sur les plateformes, c'est d'abord et avant tout la passion. Oui, mais tu sais, je veux dire qu'on fasse les choses par passion comme on est en train de le faire, c'est une chose. Maintenant qu'on soit une production établie et que il y a un budget de financement X ou Y et qu'on dise à quelqu'un je vais te faire travailler gratuitement dans ce contexte-là. Non, c'est pas gratuitement. Ça, je suis pas d'accord. Mais tu vois, Mathieu Genel en parlait au Paris Podcast Festival. Mathieu Genel qui fait des podcasts quand même de très grande qualité et où aujourd'hui il a un ingé son qui paye 240 € la journée. Oui. Ce qui est pas, tu vois, des tarifs très importants pour la qualité des productions qui en Après, il y a une façon très saine de proposer les choses, c'est de dire, regarde, moi, le mieux que je puisse faire, c'est ça. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresse pas? Après tout, chacun est libre. Et puis le mec, même si t'es payé pas énormément, si le projet t'intéresse, t'as le droit de dire oui. Et puis si c'est récurrent, ça change aussi la note à la fin. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors à propos, Messieurs, vous me laissez à propos de récurrence, j'allais revenir vers toi. Le récurrent. Le récurrent, que je nettoie très propre. En ouverture du podcast, tu parlais de cette fameuse application que tu ne connais pas, GoodPods, mais qui est essentiellement une plateforme qui permet de découvrir des nouvelles productions en fonction de tes intérêts et de celles de tes amis. Alors, l'idée là-dedans, c'est de s'inscrire. Et puis après, ce que les autres découvrent, ça peut influencer ton choix. Mais où le bas blesse avec cette histoire-là, c'est que GoodPods avait commencé à intégrer à la sélection de podcasts qu'il offre de la transcription, mais sans demander la permission aux producteurs des podcasts. Et donc, le problème avec eux, c'est que si le boulot avait été fait convenablement, je pense que personne se serait plaint. Mais quand certains se sont mis à regarder à quoi ressemblaient les transcriptions de leurs podcasts avec cet outil-là, souvent ça arrivait. Puis ça arrive avec d'autres outils, là, mais le problème, c'est que là, on le faisait sans demander la permission. C'est que les propos, souvent, avaient rien à voir avec le contenu de la balado. Alors, les gens, se basant sur la transcription, se disaient, non, ça m'intéresse pas. Alors que peut-être que le podcast leur aurait plu. Alors évidemment, là, ils ont eu énormément de plaintes et GoodPods a finalement décidé de retirer toute cette suggestion par donc, si je... Ouais, je pense qu'ils ont fait ça pour le référencement. Ouais. Si je veux préciser ton propos, GoodPods, c'est une sorte de hub, c'est une sorte d'agrégateur dans lequel tout le monde peut placer son podcast et où il va être référencé, mais aussi on va y accéder par des mots-clés, hein, c'est ça, il y a une sorte de choix de type de catégorie de podcast, puis tu peux, avec un classement, tout ça. Est-ce que c'est ça? Ouais. Et est-ce que c'est payant? C'est très Non, mais je veux dire, est-ce que ça coûte de l'argent d'être sur GoodPods? Pas pour le moment. Moi, je l'ai testé à quelques occasions et on m'a jamais demandé de carte de crédit. OK. Donc, mais sur quoi il se paye? Sur la publicité, alors, à ce moment-là, certainement? Très probablement. Ouais. Donc c'est pas mal, c'est pas bête comme idée, c'est un agrégateur. Oui. Si tout le monde n'y va pas pour simplement parler de soi et dire voilà mon nouvel épisode. Non, c'est un site web. Et fait des propositions. Non, c'est vraiment un site web. Donc t'as pas le choix. Tu inscris ton podcast. C'est un peu comme on a nous ici, pas seulement, mais en partie Balado Québec, qui est à la fois un hébergeur mais aussi un agrégateur de podcasts dans lequel les gens peuvent aller mettre leur podcast. Puis ils savent qu'ils font partie du grand ensemble Balado Québec et donc des balados québécois. Et donc, ça fait un peu une place dédiée à la francophonie, ce qui est vraiment utile et dont on a clairement besoin. Donc, c'est sûr que ça demande énormément d'investissement de leur part et c'est pas toujours évident de maintenir une plateforme comme ça en l'état. Mais là, tu me pousses à dévoiler une information. Oui, je te pousse. Vas-y. À mon insu, je t'avais poussé. Ouais, tu veux nous donner ta marque de Panettone? Ouais, non. Non, mais je voulais vous dire qu'elle est en train présentement de se préparer une
plateforme commerciale qui va faire la promotion du podcast francophone. C'est en train de se faire dans la région de Québec, je n'en dis pas plus. Mais donc, il y a quelque chose. Alors, si on connaissait Balado Québec comme un regroupement communautaire d'intérêt, ben là, il y a vraiment une entreprise qui est en train de développer un hub de découverte du podcast québécois dans un premier temps, mais probablement que ça sera francophone dans Est-ce que c'est lié, non, c'est pas lié du tout à Balado Québec, finalement. Ça va être une sorte de concurrent de Balado Québec. Exactement, mais un concurrent commercial. C'est drôle, ça. Il y a vraiment une entreprise qui a reçu du financement de la part du gouvernement du Québec pour travailler là-dessus. Ah. Et Bruno Guglielminetti n'a rien à voir là-dedans. Rien à voir, sinon j'en parlerai pas, j'attendrai. Ouais. Dommage. Bon, alors il nous laisse avec ce mystère. Tu peux pas nous en dire plus pour l'instant. C'est secret. Ok, parfait. Mais je voulais quand même c'est une information que les pertinente. auditeurs du podcast mais surtout pour notre dernier épisode de la saison, tu lâches des véritables. C'était mon cadeau. C'est beau ça. Des véritables bombes d'informations. Et je laisse ça. Faudra attendre la suite l'an prochain. En fait, je sais pourquoi tu fais ça. Tu veux être sûr de revenir. Alors, pour te... Non, je me garde le c'est là que ça se joue. Tu sais que tu nous as laissé sans information sur. Est-ce que vraiment tu veux parler d'un nouvel outil d'intelligence artificielle pour des scripts? De 3 outils. Okay, 3 outils. Vas-y. Mais là, je me demande où ils vont les installer sur la plateforme. On veut même pas qu'ils les installent dessus, tellement c'est le bazar. Quand on parle de Descript, on peut plus maintenant même parler de pizza parce que c'est insultant pour le mets culinaire, tellement c'est mal foutu comme interface. Mais il y a quand même 3 outils maintenant qui viennent d'être ajoutés. C'est le générateur de script qui ressemble un peu à ce que ce dont tu as testé là, sur Scribecast. Il y a un réécrivain de script, donc qui vous permet de peaufiner votre texte. Et puis finalement, il y a un outil de publication pour blog. Donc l'idée là-dedans, c'est de prendre le script qu'on a eu et d'en faire un article. Donc essentiellement des outils qui existent déjà ailleurs, mais là Descript dans son bordel, dans sa boîte à outils, vient d'en rajouter 3 autres, évidemment basés sur l'intelligence artificielle. Alors si vous êtes encore attaché à Descript, c'est 3 innovations qui valent la peine d'être. Je les essaierai, mais je n'ai toujours pas fait le rattachement de Descript à Squadcast. Non, mais c'est parce que mais attendez, le bazar va plus loin que la prise en main du truc. C'est que quand tu fais le rattachement, la procédure de rattachement, tu arrives sur une page où on te dit, OK, super, vous allez rattacher des scripts à Squadcast. Moi, j'ai payé Squadcast à l'année. Et donc, on va vous prélever à partir de maintenant $30 par mois pour ce rattachement. Mais j'ai déjà payé et des scripts d'un côté et Squadcast de l'autre. Donc, j'ai été obligé d'écrire au service à la clientèle qui m'a dit, oui, on va faire une manœuvre manuelle pour vous rembourser une partie de ce que vous avez. C'est vraiment le bordel complet. Mais c'est qui manuel? C'est vraiment le bordel complet. Bruno, désolé, on ne transformera pas ce podcast en podcast d'humour tant que tu nous auras pas donné la marque du panettone que tu consommes. Et tu sais très bien que ce secret-là finira par être dévoilé un jour. Bon, écoute, dans ce cas-là, moi, je quitte. Je vous souhaite une excellente fin d'émission. Puis on se retrouve prochain. Pour pas te mettre trop dans le coin, on va donner la parole à Philippe qui veut nous parler de nouvelles innovations avec la mise à jour, si j'ai bien compris, d'Apple Podcast. Oui, parce que je sais pas si vous vous en rendiez compte, mais on a des chiffres qui sont tonitruants pour le podcast replay en France, avec 30 millions d'écoutes pour certaines marques. Après, quand on divise bien entendu le nombre d'émissions par marque et puis le nombre de podcasts par marque, et puis ensuite quand on redivise ces chiffres avec le nombre de découpes de chaque podcast que peuvent faire certaines stations de radio, elles utilisent en fait l'ancien système d'exploitation d'iOS qui vient d'être mis à jour. Je ne sais pas si vous avez fait cette mise à jour, mais si vous avez fait votre mise à jour avant... Bruno, il fait la mise à jour avant que la mise à jour soit finie chez Apple. Alors, je vais te dire... Donc, avant la sortie du système d'exploitation iOS 17, donc en septembre, lorsqu'un auditeur mettait en pause en fait les téléchargements automatiques, le système téléchargeait automatiquement tous les épisodes non lus. Ok. D'accord, ça va, vous suivez? Donc ça rattrapait les épisodes non téléchargés pour les télécharger au moment où tu le mettais en pause. Ok. Étant donné qu'un téléchargement égal. Et donc quand on découvre ça fausse les stats, oui, évidemment. Voilà. On fausse les stats. Avec la sortie d'iOS 17, Apple Podcast en fait recommencera à télécharger automatiquement les nouveaux épisodes seulement les nouveaux. Les épisodes précédents ne seront pas téléchargés du tout. Ce qui est logique.
Et Apple Podcast précise également que lorsqu'un podcasteur publie un ancien épisode de son émission, il ne se présentera plus comme nouveau. Donc ces changements sont intervenus à la demande de plusieurs sociétés de podcasts qui ont déclaré que les données ainsi obtenues seraient plus précises. Mais est-ce que le découpage va être encore compté comme tel? Ah ben, le problème du découpage, c'est que c'est un épisode supplémentaire. Donc, si tu es abonné, et il y a une autre fonctionnalité dont j'ai entendu parler par Pierre Orlac de Bababam, qui fait un peu le tour de tout ce qui se passe au niveau international, et notamment chez Apple Podcast, c'est que il y a aussi une notion de délai. C'est-à-dire que si pendant 15 jours, vous n'avez pas écouté votre podcast, les anciens ne seront pas téléchargés. Donc, ça permet en fait d'équilibrer un peu réellement, et pour ceux qui ont des automatisations de podcasts et qui et sans savoir vraiment si ces podcasts sont écoutés, ça va permettre donc ils risquent pour certains podcasts d'avoir des baisses dans les statistiques dans les prochains mois. Et quand tu dis certains podcasts, tu parles surtout des podcasts de radio qui sont rediffusés, coupés en morceaux, où on prend un extrait de l'émission d'1 heure, puis on le redistribue comme un épisode supplémentaire, etc., etc. Oui, après, les podcasteurs n'ont pas été en reste, puisque vous l'avez certainement remarqué, la plupart des podcasts font des shorts, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un épisode short, ça fait un téléchargement en plus. Et donc, on écoute le short et ensuite on écoute la version longue. C'est un peu comme aller au cinéma et écouter la bande-annonce et ensuite aller voir le film, compter comme 2 places de personnes qui vont au cinéma. Donc c'est un peu ça représente à peu près la même chose, et je sais que les podcasteurs sont en train de faire ça de plus en plus souvent maintenant, parce qu'ils ont vu que en effet les radios replay s'amusaient et pour par exemple certaines radios à découper une phrase c'est exagéré vraiment. Mais ceci dit, il y a des choses qui sont intéressantes aussi. Moi j'aime beaucoup quand on a par exemple un bonus ou un supplément ou une version différente. Bon, toi Bruno, tu le fais depuis très longtemps. Ça n'a rien à voir avec le fait de reprendre une partie de son contenu et de le hacher comme de la viande. C'est d'aller chercher autre chose sur son contenu, un autre angle, un invité particulier. Il y a notamment RTL qui fait ça maintenant. J'ai participé à une de leurs émissions à l'heure du crime la semaine dernière ou la semaine d'avant, et après l'émission de l'heure du crime, ils gardent un des invités de l'émission pour faire une entrevue plus spécifique sur un des angles de l'histoire. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment de la valeur ajoutée. Donc, c'est normal que ça compte comme un épisode supplémentaire. Ça dure une dizaine de minutes. Puis ça donne un regard différent sur l'histoire, etc., etc. Je trouve ça très malin. Mais ça, c'est vertueux. Ça, c'est bien parce que oui, ça crée des écoutes. C'est vrai que c'est destiné aussi à maintenir le niveau d'écoute. Mais c'est quand même, on t'offre du contenu qui n'est pas la ressaucer de ce que tu as eu dans l'épisode d'avant. Et ça, je trouve ça quand même... Mais ça c'est bon, il n'y a pas de problème, ça, mais c'est quand même, enfin, ce qui est anormal, c'est le téléchargement automatique qui est donc comptabilisé. Ça, c'est problématique. Ouais. Ça, moi, je sais pas, vous êtes vraiment abonné à des téléchargements automatiques? Mais tu l'es sans le savoir? Ben non, si tu Après, tu peux le désactiver manuellement, mais il faut rentrer dans les préférences et le faire manuellement. Bah oui, mais tu peux t'abonner à une émission sans pour autant les télécharger automatiquement. Hein. Ah oui, bien sûr. Moi, je ne m'abonne pas au téléchargement automatique. D'abord parce que je veux pas surcharger mon téléphone avec 42 000 émissions que j'ai pas écoutées. Oui, mais est-ce que nous sommes représentatifs de la population qui écoute des podcasts sur des téléphones, et surtout des gens qui n'ont pas du tout l'habitude d'aller dans les préférences ou d'ouvrir elles cliquent et elles font en sorte que ça marche derrière? Je pense que c'est la majorité des gens. C'est vrai, mais ça, c'est vrai que ce serait un peu de transparence, ce serait pas totalement inutile. Écoute, c'est quand même une grosse nouvelle parce que ça va certainement affecter les données statistiques de téléchargement et d'écoute, ça. Oui. Après, il y aura toujours une manière de toute façon de contourner le bébé, mais en tout cas, étant donné qu'Apple Podcast est aujourd'hui une des plateformes où les podcasts sont les plus écoutés, ça risque en effet d'avoir un petit impact et surtout de changer pour la manière dont les podcasts seront découpés dans le futur, ce qui est pas mal. Ouais, mais moi je trouve que plus le système est vertueux,
mieux c'est. Plus les écoutes sont représentatives de ce qui est réel, mieux c'est. On n'a pas besoin puis tu l'as dit souvent, Philippe, on n'a pas besoin d'avoir un nombre de téléchargements surfait, surréaliste. La justesse, c'est quand même la garantie de donner un résultat qui soit cohérent en fonction de ce qu'on a fait. Donc c'est très bien comme ça. C'est très très bien comme ça. Je pense qu'on a fait le tour de nos sujets. Bruno, toi, tes 27 sujets de la journée ont été passés au crible. Vous m'avez épuisé. Ouais, mais non, mais toi aussi, tu nous as épuisés parce que il est temps maintenant, je crois, messieurs, d'abord pour Bruno de donner le nom de sa marque de panettone. C'est dommage, c'est la seule fois depuis 1 an que je regrette que ce podcast-là ne soit pas vidéo, parce que j'aurais aimé que le public voit la face que tu es en train de me faire. C'est assez vilain ce que tu fais là, Bruno. Je suis pas très très fier de toi. Mais d'ailleurs, je viens de faire une petite capture d'écran. Ça te servira de leçon. Messieurs, on arrive à la fin de cette saison. Moi, j'ai beaucoup aimé passer ce temps avec vous. J'espère que vous aussi. On a eu beaucoup d'informations qu'on a échangées. C'est toujours un plaisir. Je vais vous demander à chacun de me faire une petite conclusion, de me dire un petit quelque chose sur ce que vous retenez de cette saison, ce que vous retenez sur l'univers du podcast. Comment vous envisagez 2024 là? Comment vous voyez 2024 pour l'univers du podcast? Philippe lève le doigt comme un bon élève. Tu veux commencer? Non, parce que je voulais casser ta chute en parlant quand même d'une opération notable parce que elle vient de sortir. C'est le développement du podcast en Afrique avec AfriPods, qui est un site afripods.africa, qui est un site qui permet à tous les podcasteurs qui font des podcasts qui sont ciblés sur l'Afrique de se rassembler dans une plateforme et d'être hébergés, d'être monétisés, d'être analysés au niveau des statistiques et de faire ça gratuitement. Donc je voulais simplement noter afripods.africa pour tous ceux qui ont des podcasts qui sont en lien avec l'Afrique. Mais gardez en tête quand même que la plateforme se positionne comme étant un outil pour aller rejoindre les auditeurs en Afrique. Alors j'ai l'impression qu'il y a des productions qui ne sont pas africaines, mais qui sont destinées ou qui espèrent aller rejoindre des auditeurs africains qui vont probablement l'utiliser aussi, là. Puis entre parenthèses, j'ai été voir leur site web, c'est très bien fait. Mais qu'en anglais, hein? Oui, c'est pour oui, après ça il y a 50 langues, on peut mettre des podcasts en 50 langues mais Non, je comprends, mais tu sais en Afrique, il y a comme on divise en deux. Tu sais, il y a l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone, sud-saharienne. J'espère qu'ils vont trouver leur place aussi là-dedans. C'est le Ghana qui a mis en place ça. Hein, donc. Il y a un nombre de partenaires qui est très impressionnant. Et encore une fois, c'est un peu basique de dire ça, mais quand même, quand le site web est aussi bien fait, moi je trouve que c'est vachement engageant. C'est super bien fait. Donc oui, ça donne le goût de découvrir ces contenus-là. Puis t'as raison, ce serait bien qu'il y ait la même chose en francophonie parce qu'il y a un espace francophone en Afrique qui est assez impressionnant. Je mettrai le lien de afripods.africa dans le compte rendu dans le petit script de cet épisode. Voilà, désolé d'avoir coupé ta chute. Non, pas du tout. C'était une très belle fin justement parce que c'était même meilleur que la fin. Ouais, merci Bruno. Non, mais il faut dire, on dit toujours les vraies choses. Il me taillade les jarrets le dernier jour, c'est moche. Bon, alors, messieurs, 2 choses. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette saison et qu'est-ce que vous prévoyez pour 2024? Je veux entendre les futurologues du podcast. Qu'est-ce qu'on prévoit pour 2024? On prévoit pas une explosion, on va dire, mais je pense une stabilisation du marché avec des projets dont on risque peut-être d'entendre parler maintenant avec des dérivés de podcasts qu'on voit un peu plus peut-être sur les grands écrans et puis un marché publicitaire qui va certainement progresser doucement mais on n'est pas encore à l'explosion, du moins sur la partie francophone, je pense. Il manque toujours cette star qu'on attend, même si on a identifié quelques personnes qui commencent à se faire connaître de manière assez impressionnante comme Clémentine Gallet, mais qui n'est
pas vraiment connu du grand public. Et il manque cette grande star du grand public qui va exploser pour faire en sorte que tout le monde entende parler du podcast. Donc je pense que on commence à avoir passé cette année 2023 qui était quand même difficile pour tout le monde économiquement, et à sentir qu'en 2024 on devrait stabiliser et peut-être arriver à commencer à encore plus développer cet univers du podcast qui le mérite, et surtout faire en sorte que ceux qui travaillent puissent être normalement rémunérés et bien rémunérés. continuer à faire ça de manière comme leur métier à part entière. Juste ton actualité, puis un petit mot sur ce qui s'en vient. Le podcast magazine. Alors l'actualité, on vient de terminer le podcast tour à Marseille, et puis on a aussi fait une petite animation à la foire du livre de Brive-la-Gaillarde avec Audible. T'es pas allé bien loin, hein? Montrer. Non, je suis pas allé bien loin, mais écoute, c'est une des premières foires du livre en France, avec 100 000 visiteurs, et puis là ils ont sorti les chiffres, quasiment 1 million d'euros de vente de livres sur 3 jours. Ça fait partie, c'est la première foire en termes de chiffre d'affaires de France. Wow. Et donc l'idée est d'amener le podcast et le livre audio un peu dans cette foire du livre. Donc on a fait un premier, on a mis un premier pied avec Audible et les autres éditeurs de livres audio. Et l'année prochaine, on va lancer un festival audio sur Brive pour amener aussi les podcasteurs qui ont des livres et qui veulent venir faire des épisodes sur place. Faudra avoir les dates pour aller faire une émission sur place. Bah oui, mais il faut le dire, Philippe, il a une sainte mission, hein. Il veut ramener l'épicentre à Brive-la-Gaillarde. Ouais. Ça, je pense qu'il faut le dire. C'est une mission. C'est une sainte mission qui s'est donnée. C'est la mission avant ma retraite. C'est ça. Il veut arriver à vraiment positionner la carte du podcast à Brive-la-Gaillarde. Et vous allez voir, quand vous serez là et que vous mangerez des figues au foie gras, je suis d'accord, et que vous boirez les bons vins de la région. Non, mais moi je me verrais aller faire un long carnet. On est tous les deux d'accord. Ouais. On est tous les deux d'accord. Quand tu seras millionnaire grâce à tes rencontres du podcast, et tu nous inviteras, on viendra manger des châtaignes au feu, et on mangera des châtaignes au feu, et puis on boira du bon vin local, évidemment, avec plaisir. Il y a quand même le Paris Radio Show là dans l'actualité qui s'en vient, puis avant qu'on passe à Bruno, donc ça continue à se mettre en place là. Ça y est, vous avez changé les choses. Alors on a changé de lieu, changé de date parce que le modèle économique sur le parc floral ne tenait pas. On n'avait pas assez de partenaires, et donc il y a un moment où on est obligé de prendre des décisions. Donc on a pris la Bellevilloise, qui est un lieu assez sympathique et très convivial à Paris, dans le 20e, dans le quartier de Ménilmontant, où on va avoir 80 exposants, 180 sessions. Alors on va faire des panels, ce qu'on appelle des panels, et des expériences. C'est-à-dire il va y avoir des conférences au casque, et puis des panels qui sont plus participatifs, et des meet-up sur des sujets qui ont été publiés aujourd'hui sur le site, et que vous pouvez retrouver en vous inscrivant. Le modèle aussi des visiteurs a un peu changé, puisqu'il faut pour visiter le salon, bien sûr, c'est toujours gratuit, soit être invité par un exposant ou un partenaire, soit directement utiliser le formulaire d'inscription pour donner un peu les raisons pour lesquelles vous voulez venir au Paris Radio Show. Bien sûr, il y aura une part belle au podcast, et mon objectif, c'est aussi de faire en sorte que les radios et les podcasteurs puissent se parler et ne se regardent pas en chien de faïence. Et donc, on a commencé un groupe de travail, je vous dirai pas avec qui parce que c'est encore secret, avec un gros acteur de la radio et un gros acteur du podcast, pour essayer de réunir et d'unir et de parler les uns avec les autres, et de se parler les uns avec les autres, parce que il y en a qui ont pas le temps d'un côté, et qui sont la tête dans le guidon, qui ont pas forcément une grande curiosité, et qui se disent moi voilà, je fais de l'audio, je fais de la radio depuis longtemps, on va pas m'apprendre à faire les choses. Et puis t'en as d'autres, les podcasteurs, qui osent pas forcément aller voir les radios, qui savent pas comment faire, qui savent pas comment fonctionne le secteur de la radio, et je suis sûr qu'en se parlant on arrivera à faire plein de choses, parce que on est quand même la même famille, la famille de l'audio, et la famille qui raconte des histoires, et qui a un auditoire et une communauté. Et je pense qu'il y a des synergies très très puissantes qu'on peut mettre en place, et des modèles économiques
dynamique également. Alors, c'est le 6-7 février 2024 à la Bellevilloise à Paris. Ça sera une très belle rencontre, à n'en pas douter. Bruno, qu'est-ce que tu as comme tu dois choisir entre tes nombreuses actualités, hein, c'est ça? Ah ben écoute, moi je vis encore le deuil de Radio Montcarnet qui a cessé. Eh oui, la radio de diffusion de ton podcast. Radio RMC. Non, je sais. Je sais. Et d'ailleurs, moi, je tiens à remercier de la part de RMC d'ailleurs, hein, d'avoir appelé ça RMC. C'est ça, mais je veux remercier les gens de RMC, le RMC français, de ne pas m'avoir poursuivi et de ne même pas m'avoir envoyé une lettre. Et l'audience qu'ils t'ont apporté. En plus. Mais moi, je suis sûr que je leur ai soumis l'idée d'une nouvelle version de leur jingle parce que c'était pas piqué des verres le RMC. Bon. Et puis sinon il y a ça. Non, mais plus sérieusement, moi je vais vraiment répondre à tes questions contrairement à Philippe qui avait tellement de choses à plugger. Moi dans mon cas, j'ai rien à plugger. Alors, moi, je vous remercie, messieurs, pour cette dernière année passée ensemble parce que ça a toujours été un beau rendez-vous où il y avait beaucoup de partage de connaissances. Et si je retiens les commentaires que j'ai eus, moi, concernant le podcastologue, c'est ça. C'est vraiment un podcast qui est fait pour les gens qui s'intéressent au podcast, qui font du podcast. Et on sent vraiment qu'il y a comme un cercle d'auditeurs d'initiés qui sont autour parce que c'est un peu coriace, hein, à l'occasion, les sujets qu'on aborde. Faut vraiment savoir de quoi on parle. Mais les gens qui savent les bonnes utiliser l'expression. Ouais. et donc ça c'est beaucoup. Puis sinon ce que je prévois pour 2024, c'est de plein de papillons entre les deux oreilles. Ouais, c'est tout ce qu'on se souhaite. Et puis, t'es quand même extrêmement productif. Mon carnet, je trouve, a beaucoup évolué cette dernière année avec beaucoup d'entrevues aussi. T'as créé la version techno Passé connecté, qui est quasiment entièrement intelligence artificielle et qui est de plus en plus dans le ton, je trouve, de ce qu'on va entendre ces prochaines années, à mon avis, dans l'univers audio. Je trouve que autant tu ferais une émission 100% intelligence artificielle, ça passerait pas bien. Autant comme c'est une capsule, on accepte très bien l'idée que c'est une voix d'intelligence artificielle qui est d'ailleurs très bien travaillée là. Si quelqu'un veut découvrir comment on peut travailler de façon vachement pertinente une voix d'intelligence artificielle, je recommande vraiment d'écouter Passé connecté parce que la première voix, celle de la dame, moi elle me stupéfie toujours là, un peu très chic, très posé, Passé connecté. Mais avec de l'émotion. Avec de l'émotion. Non, je l'adore. Je trouve qu'il y a un travail formidable. Alors, écoutez, oui, moi aussi, j'ai passé vraiment une superbe année avec vous, même si vous êtes un peu moqué de moi quand j'essayais de brancher mes nouveaux micros. Non, tellement peu. T'as été très élégant. Tu branchais l'enregistrement bien tardivement par rapport à tout le travail que je produisais. Ouais. Oui, est-ce que tu aurais pu faire même? Exact. À garder. Et puis non, mais je le dis comme toi, je pense que c'est vraiment un beau moment d'échange. Moi, c'est toujours un moment dans nos agendas très chargés où je me dis aïe, mais il y a ça dans mon agenda. Puis au moment où j'y arrive, je me dis ah mon Dieu que ça fait du bien. C'était vraiment sympathique, c'est vraiment un bon moment. Donc j'espère que le public l'apprécie au même titre que nous. En tout cas, les gens qui nous écoutent effectivement ont l'air de l'apprécier, même si tu as raison. Des fois, on est un petit peu loin dans certains détails techniques, mais ça manque aussi. Ça se fait pas ailleurs. Ça se fait pas. Donc, tant mieux si on peut se permettre ça. Oui, tout à fait. Du moins en français, parce que c'est vrai que ça se fait effectivement en anglais, ouais. Et je voulais quand même vous remercier Stéphane et Bruno, et puis un petit clin d'œil aussi au Paris Podcast Festival où on a quand même eu l'idée de créer ce podcast qui a eu lieu il y a pas si longtemps que ça, donc un petit coucou en passant. Et puis vous remercier parce que il faut quand même dire que c'est Stéphane et Bruno qui font tout le boulot et moi je viens les bras croisés, donc merci. C'est aussi un moment très agréable que de discuter comme ça métier, des nouveautés qu'on glane tous les trois et on apprend nous-mêmes déjà plein de choses et c'est ça qui est agréable aussi et je pense que ça se ressent derrière. Moi j'apprends plein de choses en vous écoutant en tout cas. J'en profite pour faire une petite minute de promotion, vous dire que vous pouvez m'entendre dans mon podcast avec Radio-Canada qui s'appelle Redoutable, les grands crimes en récit. Donc c'est disponible sur l'application audio de Radio-Canada ou sur le site web de Radio-Canada, mais comme 90% des gens écoutent les podcasts sur leur téléphone, je ne peux que leur recommander
de télécharger l'application audio. Je vous prépare une petite surprise personnelle pour 2024. Je travaille sur un petit projet pour parler de façon différente de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Alors, c'est pas du tout dans le registre du podcastologue, on est toujours dans le true crime, mais d'une façon un petit peu différente. Restez à l'affût, je vous en reparlerai bientôt. Et puis, messieurs, merci. C'était donc effectivement, c'est maintenant notre annonce de fin, le dernier épisode de cette deuxième saison du podcastologue. En passant, l'infolette du podcastologue a dépassé la barre des 1000 abonnés. Je ne devrais pas faire cette liaison dangereuse des 1000 abonnés. Hein, je vois. Il y en a quand même 1000. Donc, en passant non, il y en a quand même 1000. En passant, donc, ils sont 1000 abonnés. Ce qui est pas mal quand même, je trouve, pour un contenu aussi niché. Je vous remercie à vous aussi de nous lire. Et justement, pendant l'absence du podcastologue, pendant les fêtes, vous pouvez continuer à lire l'infolette qui va être disponible sur LinkedIn tous les 15 jours. Je vous remercie à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Je vous souhaite, comme à Bruno et à Philippe, une excellente fin d'année. Je vous dis à très bientôt. Philippe et Bruno, on ferme la boutique pour cette saison. Ce podcast est une production GoScript Media. Il est réalisé par le maestro Bruno Guglielminetti et modestement par moi-même. Je remercie encore une fois notre partenaire Eddy Sound qui nous accompagne depuis le début. Donc vous pouvez retrouver le site à eddysound.com. C'est pas parce que on ferme cette saison qu'il faut pas mettre de commentaires sur Apple Podcast, de nous souhaiter des bonnes fêtes, de nous dire que vous avez aimé, de recommander cet épisode. Et puis je vous dis à très bientôt et que l'audio soit avec vous. Et avec votre micro. I wish that I could step inside. Est-ce qu'on est vraiment prêt? Vous êtes prêts? Phil, t'es prêt, Phil? Allumez le Allez. pain. Tu sais que tout ce que tu Allumez fais le là feu. est enregistré. Tu le sais, ça. Je sais pas si t'as raison de faire ça. Move a little faster. I knew it, I had to go. Move a little faster.